Bonsoir. Une disparition des plus inquiétantes, celle d'une quadragénaire partie en promenade à cheval et qui, contrairement à sa monture, n'est pas réapparue depuis dimanche. C'est une Essonnienne. D'importants moyens de recherche, évidemment, ont été mobilisés. Le point avec Charlotte Passon-Lunghi et Amélie Patiron. C'est ici, à Villiers-le-Bacle, au fond de cette impasse, que réside Christine Hulne-Leroy. Cette infirmière libérale de 43 ans, mariée et mère de famille, a disparu dimanche après une balade à cheval dans la forêt de Rambouillet. Une disparition qui angoisse son entourage, d'autant que, bonne cavalière, un accident lui semble difficilement envisageable. Le cheval, il a 20 ans. Un cheval de 20 ans, c'est bien rare qu'il fasse un écart. Ils se connaissent. Un cheval de 20 ans, il connaît sa propriétaire, la propriétaire le connaît, donc c'est bien rare qu'il y ait un souci de ce côté-là. Après, maintenant, ça reste un cheval, ça reste un être humain qui est au-dessus. S'il y en a un des deux qui a un dysfonctionnement, ben voilà. C'est à l'écurie de Gomberville, à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, que le cheval de Christine Hulne-Leroy était en pension depuis 3 ans. L'animal a été retrouvé seul dimanche dans l'après-midi. Les recherches déclenchées vers 20 h se poursuivent aujourd'hui. Une centaine de gendarmes, 18 chevaux de la garde républicaine et 2 plongeurs ont été déployés, épaulés par un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. À l'heure qu'il est, aucune piste n'est privilégiée par les enquêteurs. Mais l'hypothèse d'une 3e nuit dehors par ces températures glaciales reste très inquiétante pour les proches. Manuel Valls n'a pas du tout l'intention de se taire face aux réactions suscitées par sa sortie de dimanche sur les 35 heures. La photo que vous venez de voir a été réalisée par un journal espagnol il y a 2 ans. Manuel Valls montrant déjà à l'époque les difficultés à s'exprimer. En tout cas, à présent, le député maire d'Évry persiste et signe, même si certains, comme Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus de son camp, estiment qu'il est, je cite, l'un des symptômes de la nécrose intellectuelle et progressiste du Parti socialiste. Fin de citation. Les explications de Claire Colombel. La presse s'en donne à cœur joie. Le socialiste Manuel Valls persiste et signe sur les 35 heures dans le journal La Tribune. Manuel Valls enfonce le clou sur les 35 heures dans le Figaro. Manuel Valls poursuit son offensive contre les 35 heures dans le Monde. Resté silencieux hier face aux réactions notamment de Benoît Hamon, le porte-parole du PS, le principal intéressé était ce matin au micro de RTL. Pas de changement de cap, le député maire d'Évry enfonce le clou. Je propose d'augmenter de 2 ou de 3 heures, à négocier évidemment avec les partenaires sociaux, la durée légale du travail et donc le salaire d'autant, en supprimant également le dispositif sur les heures supplémentaires, en tout cas une partie, c'est se donner des marges de manœuvre pour sortir du blocage français sur les salaires et sur le travail, donc, mais aussi oui, c'est une manière d'alléger le budget de l'État. Côté administré, il y a des pour, il y a des contre. C'est difficile de se prononcer de fait, de travailler dans la mairie de M. Valls. C'est vrai que ça peut avoir incidemment des conséquences, donc je préfère garder une certaine réserve. En même temps, est-ce qu'il y a d'autres possibilités aujourd'hui de faire autrement? Voilà, je m'interroge quoi. Donc on va dire que je suis dans le questionnement. Je suis plutôt pour, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. C'est un con. Il n'y a pas d'autre mot. Si on nous supprime les 35 heures, je pense que tout le monde va se rebeller, je le souhaite d'ailleurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa position. On ne revient pas en arrière sur une mesure qu'on a prise il y a longtemps et qui fonctionne bien. Il faut peut-être trouver d'autres solutions. Manuel Valls rappelle qu'il n'est pas le seul au PS à avoir remis en question le système des 35 heures. Parmi eux, Ségolène Royal, François Hollande et même Martine Aubry, à l'origine de cette mesure en 1998, soulignait ses limites 10 ans après. Il faut repenser le temps de travail tout au long de la vie, expliquait la patronne des socialistes. Après Europe 1 et RTL, le prochain épisode, ce sera pour Manuel Valls sur Canal. Roselyne Bachelot, à présent ministre des Solidarités, lançait aujourd'hui le chantier de la dépendance et de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Il faut rappeler que les départements sont étranglés et manquent de moyens de financement à ce sujet, un sujet qui concerne 1 200 000 Français. C'est un dossier que connaît évidemment bien Jérôme Guedj, notamment au Conseil général.
Du point de vue du Conseil général de l'Essonne, on est très impatient d'avoir une position claire de la part du gouvernement sur la prise en charge de la dépendance. Parce que c'est le gouvernement qui va réformer, mais en pratique, ce sont les conseils généraux qui payent. Et donc, nous voulons savoir exactement à quelle sauce nous allons être mangés. Et nous sommes plutôt inquiets parce que ces dernières années, quand l'État nous a imposé des décisions, en général, elles nous ont coûté. C'est l'INSEE qui le révèle. Il y en Essonne 1 221 722 personnes qui y résident. En 10 ans, eh bien, la population a augmenté de 7,7% dans le département, un petit peu plus de 10 ans quand même. Tout le monde sait qu'Évry est évidemment la ville la plus peuplée, 53 367 habitants. La seconde ville avec 42 300 habitants, c'est Corbeil, mais peut-être en passe d'être rattrapée par Massy qui compte actuellement pratiquement 41 000 résidents. Et pour mémoire, la plus petite commune, eh bien, en termes de population de l'Essonne, se trouve dans l'Étang-Poix. Il s'agit de Châtillon-Ville, qui compte 64 habitants tout juste. Altis n'en finit pas de rebondir. Au lendemain de la campagne municipale de Corbeil, Jean-Pierre Bechter annonce avoir trouvé 30 millions d'euros provenant de financiers milliardaires du Qatar, ainsi que 20 millions de fonds stratégiques. Les syndicats, eh bien, ils redoutent de lourdes contreparties et ils s'interrogent sur le projet industriel. Christophe Garnier. Les syndicats d'Altis sont inquiets. Malgré les presque 50 millions d'euros annoncés par le maire de Corbeil, ils craignent qu'on ne leur demande de très fortes contreparties. Nous, la question qu'on se pose, c'est quid de l'arrivée de ce fonds? Est-ce qu'il y a des contreparties, style transfert de technologie ou autre chose? Certains politiques reprochent toujours à l'entreprise son manque de projets industriels, mais surtout l'absence de garanties en échange de fonds publics. Qu'est-ce qui justifie que pour des sommes aussi considérables que ces centaines de millions d'euros qu'on nous annonce versés, pas versés, qu'est-ce qui justifie que tout ça puisse se faire dans l'opacité la plus totale, sans que personne n'ait de compte à rendre? Le maire de Corbeil a sur lui qu'Altis a des clients et est bien au travail. Si on produit à 85% des capacités, c'est parce que l'on vend. On ne fait pas du stock, c'est pas un domaine où on fait du stock. Des chiffres difficiles à vérifier, tout comme les sommes annoncées qui, pour l'instant, n'ont toujours pas été confirmées aux salariés. Le plus souvent possible dans le journal, nous allons désormais nous efforcer de donner un petit coup de projecteur sur une initiative, un projet, une réalisation économique, sportive, sociale, culturelle dans le département. Bien sûr, aujourd'hui, eh bien, nous avons choisi de mettre l'accent sur une exposition signée Jean-Pierre Chailloux. C'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, une expo qui se termine ce soir, mais qui aura donné l'occasion d'admirer une quarantaine d'œuvres absolument splendides du style Trompe-l'œil. Florian Kayser et Jérémy Guillaume ont été conquis. Durant un mois, les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois ont pu découvrir l'œuvre du peintre Jean-Pierre Chailloux, artiste essonnien originaire de Saint-Michel-sur-Orge. Une quarantaine de ses toiles étaient exposées dans divers lieux de la ville, parmi lesquels le hall de la mairie. Cette exposition-là, finalement, c'est un lien temporel, on pourrait dire, entre une histoire de l'art que tout le monde connaît plus ou moins, avec des références de tableaux très connus, et puis l'art contemporain que les gens peut-être connaissent un petit peu moins. Le souci du détail et la quête d'un réalisme absolu, tels sont les leitmotifs de l'artiste. Dans ces tableaux, on retrouve des objets très contemporains. Des outils, des casiers métalliques, on pourrait retrouver des télévisions ou un téléphone portable, des tickets de métro, des choses qui font partie de notre quotidien. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le dessin, la mise en place des objets et puis tous les petits messages comme ça, un petit peu cachés, qui se trouvent cachés dans ces tableaux jusqu'à sa signature, qui se retrouvent sur des étiquettes ou des endroits un petit peu surprenants. À bien y regarder, le mot trompe-l'œil apparaît, caché par une statuette, comme un indice laissé par Jean-Pierre Chailloux sur la vraie nature de son travail. Et on termine par une petite feuille écrite en braille adressée avec la traditionnelle carte de vœux du maire de Nozay à ses administrés pour convier tout le monde samedi prochain à une petite cérémonie. Bravo, monsieur le maire, merci de nous avoir suivis.